Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Notre rencontre, c'est une conversation avec notre invitée jusqu'à 13h30 ce midi. Elle est chanteuse lyrique, soprano coloratour pour être plus précis. Avant de savoir placer sa voix et de faire vibrer ses cordes vocales si haut dans les aigus, elle a appris la musique avec un archer, celui qui faisait vibrer les cordes d'un violoncelle. Depuis plus de 10 ans maintenant, elle parcourt les plus grandes scènes d'opéra. Elle sera en juillet à Munich, en octobre à Milan et en février prochain à Paris et puis à Vienne aussi l'année prochaine. De l'opéra au récital, elle vient de publier un disque avec le pianiste Mathieu Pordoy, une mise en regard des œuvres les plus intimes des deux grands compositeurs que sont Mozart et Richard Strauss. Sabine Devielle, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci beaucoup. En préparant cette émission, j'avais envie justement de comparer en quelque sorte vos deux terrains de jeu, si je peux les nommer ainsi, les deux terrains de jeu d'une chanteuse lyrique, l'opéra d'un côté, le récital de l'autre, la musique vivante aussi d'un côté et avec votre actualité, ce disque, l'enregistrement. Est-ce que c'est le même plaisir pour vous ? Ce sont deux plaisirs complémentaires. Je pense que j'aurais besoin toujours d'une saison qui me permet de jongler entre les planches, les costumes, les décors de l'opéra et puis le jeu du récital, puisque pour moi, il y a un côté très ludique. Là, aujourd'hui, avec Mathieu Pordoy, on est vraiment dans une grande tournée de lancement de ce disque et je vous avoue qu'on s'amuse vraiment énormément, non seulement nous, mais le public aussi. Ça y est, j'ai réussi à fermer ma partition et à donner ce programme complètement par cœur. Et donc, je suis sans filet et je donne à entendre plein de toutes petites histoires, parfois avec des intrigues très intenses. Enfin, les compositeurs Strauss et Mozart se sont vraiment amusés à dépeindre des petits drames. Donc, il y a un côté ludique et j'ai vraiment besoin de cet équilibre entre mes deux métiers, en fait, mes deux casquettes à l'opéra et les Liederabend, comme on dit en allemand. C'est pas du tout la même façon de chanter aussi pour vous ? C'est-à-dire que effectivement, quand je chante du Mozart, j'ai besoin d'une vertu un peu instrumentale de mon instrument. Mais là, dans ce disque, le fait d'aborder Strauss, ça m'oblige à garder une certaine ouverture de la voix, à travailler. Alors, au studio, c'était peut-être un peu différent puisqu'on a la présence du micro qui est très très proche. Mais dans une salle, il faut quand même projeter la voix et puis il faut répondre à ce lyrisme que Strauss nous demande, ces grandes lignes, cet élan romantique. Parfois, on doit attendre plusieurs mesures avant d'avoir la fin du mot qu'on est en train de chanter. Et donc ce travail-là, ça demande un travail de souffle et de soutien qui est quand même assez proche de celui de la voix opératique. Ouais. Si tous les ans vous changez de climat, vous changez de climat, dès que le triste hiver dépouille nos bocages, ce n'est pas seulement pour changer de feuillage, mais pour éviter nos frimas. Mais votre destinée, mais votre destinée ne vous permet d'aimer qu'à nos saisons des fleurs. Et quand elle est passée, vous la cherchez ailleurs, à faire aimer toute l'année. Et quand elle est passée, vous la cherchez ailleurs, afin d'aimer toute l'année. Jusqu'à la dernière note, extrait de votre album avec Mathieu Pordoy au piano. Il comprend 14 leaders de Richard Strauss et 8 de Mozart, dont celui-ci, Oiseau, si tous les ans. Sabine Devielle, c'est quoi un lied ? C'est cette forme particulière, sorte de poème chanté. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ?
Et oui, alors un Lied, c'est vraiment une chanson. Il se trouve que le Lied, donc c'est un mot allemand et ça sous-entend qu'une poésie est mise en musique. Ce Lied est assez marrant parce qu'il correspond à la période où Mozart était à Paris, donc il est écrit peut-être comme vous l'avez entendu en français. Et c'est donc une petite façon mignonne de dire que ce pourquoi certains oiseaux migrent, c'est évidemment pour chercher encore une fois à une autre période de l'année le climat chaud pour pouvoir être amoureux encore plus longtemps et pour aimer toute l'année. Oh, c'est assez charmant. On sent que vous vous amusez, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un amusement dans ce type de projet-là. Ça a commencé avec Mathieu Pordeuil en 2020, au moment du confinement. C'est ça, c'était l'idée de trouver justement un terrain de jeu alors qu'il n'y avait pas de salle et qu'on ne pouvait pas accueillir les spectateurs. Oui, alors la date de départ de notre collaboration musicale, elle est bien antérieure puisque je connais Mathieu depuis nos classes au conservatoire. Enfin, moi, quand je suis arrivée au conservatoire, il était déjà en poste dans la classe de chant dans laquelle je suis entrée, chez Pierre Mervent. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. On a beaucoup, encore une fois, on s'est amusés. Puis, pour réussir à défendre un programme de leader ou de mélodie française, qui est l'équivalent français, il faut d'abord connaître une intimité musicale et puis amicale. Donc, c'est ça le vrai point de départ d'un programme comme celui-là. Parce que ça se joue sur des goûts communs, sur des choses que lui vous fait découvrir ou que vous lui faites découvrir. Exactement, c'est un va-et-vient, on est en train de lire de la musique, donc on va à la bibliothèque, on prend des partitions, on a une espèce d'océan de musique qui s'offre à nous et en fait on a toutes les choses sont possibles. Et là où ma voix pourrait être trop légère pour certains répertoires sur scène, eh ben, dans le lied et dans la mélodie, tout est possible puisque mon seul partenaire c'est le piano, donc c'est un répertoire qui est beaucoup plus léger et abordable pour tous les instruments. Ça commence à Bindevielle par des improvisations. D'abord, on essaie des choses devant un public et ensuite vous vous dites, voilà, on a Mozart et Strauss, on va les faire dialoguer. Comment ça vient cette idée-là? Alors, à l'origine, il y avait vraiment Mozart, il y avait vraiment cette envie avec Mathieu de donner à entendre ces leaders de Mozart qui sont des petits bijoux et qui sont vraiment le laboratoire pour Mozart de recherche. Et puis on entend, alors peut-être pas dans Oiseaux si tous les ans qu'on a entendu là, mais dans par exemple Abendempfindung, on entend vraiment sa qualité opératique et on entend sa grande sagesse humaine. Donc il y avait vraiment Mozart comme point de départ et ses leaders. Et puis Strauss, c'est aussi parce que ma voix évolue. J'ai beaucoup de chance d'avoir plusieurs fois des rôles de Strauss à incarner dans les prochaines années. Et donc voilà, on a décidé de les mettre en regard l'un de l'autre et je trouve que ça marche assez pas mal. Autre extrait de votre disque Leader, opus 48 de Richard Strauss. Ce sont deux compositeurs très différents. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ma voix évolue. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un cap de difficulté, par exemple, supplémentaire quand on veut chanter du Strauss? Est-ce que vous êtes entraîné? Comment ça veut dire quoi ma voix évolue, en fait?
Eh bien, Mozart, quand je vous dis que le point de départ c'était Mozart, c'est que j'ai tout de suite eu une voix légère et quasiment instrumentale quand j'étais une jeune chanteuse qui me permettait d'aborder la musique baroque, la musique, comme on l'appelle, la musique ancienne, et la musique de Mozart, c'est-à-dire que des lignes très simples, très épurées, alors avec tout ce qu'elles ont de complexe, puisqu'on a envie de rendre justice au génie du compositeur. Et la musique de Strauss, oui, ça demande un soutien particulier. Alors comment je pourrais vous expliquer ce que c'est que le soutien? Pour les auditeurs qui font du chant, même en chorale, ils comprendront tout de suite. Le soutien, c'est de réussir à tenir une phrase avec une longueur de souffle nécessaire. Et donc, c'est une façon de maîtriser l'expiration du souffle en lui donnant un peu plus de poids. Et Strauss, qui est vraiment un compositeur qui a un pied dans la modernité, mais aussi un grand pied dans le romantisme, il a fait appel à un orchestre beaucoup plus sonore et avec des lignes, on appelle ça le Durchkomponiert. Donc il a vraiment tracé des longues lignes entre chacune de ses idées musicales. Et nous, les chanteurs, on doit aller avec cette idée musicale-là et ce courant de composition. Donc effectivement, Strauss m'a demandé un travail nouveau et que je n'étais peut-être pas capable de mener au début de ma jeune carrière. Comment on fait également pour travailler cette complicité? Alors vous l'avez dit avec le musicien, vous connaissez Mathieu Pordeuil depuis longtemps, mais ça veut dire aussi de travailler véritablement en face à face avec le piano? Ouais, le piano, c'est un immense instrument. Je ne sais pas si les gens se représentent comment on travaille pour les concerts. C'est-à-dire qu'au niveau géographique, moi, je me mets dans l'ouverture du piano, dans le creux du piano. Donc le piano à queue est ouvert et puis je suis concrètement à l'endroit où les cordes Face aux cordes qui résonnent, oui. Exactement, là où les cordes résonnent le plus. Et pendant les récitals, même, j'ai tendance à parfois quasiment entrer à l'intérieur. Alors, je ne mets pas les pieds dedans, mais je me réfugie en quelque sorte. C'est vraiment un petit coin sur la scène où il n'y a que nous et on résonne ensemble. On est deux à faire résonner nos cordes au même moment. Vous raisonnez ensemble, mais il faut tout de même qu'on comprenne ce que vous dites. C'est aussi la particularité de ces leaders, de ces chansons, de ces poèmes. Il y a des mots. Les mots ont une importance. Il faut qu'on puisse les entendre, les comprendre. Évidemment. Et alors, parfois, les mots ont une importance colossale. Si on parle de Strauss, on peut parler, alors là, par exemple, de Goethe, on peut parler aussi de Hofmannsthal, qui est un librettiste avec lequel il a énormément travaillé, notamment pour le Rosenkavalier que j'ai déjà donné à entendre. Et puis, parfois, les mots sont un prétexte. Et c'est ça qui me plaît. C'est aussi ce va-et-vient entre le côté très renseigné et laborieux de l'exercice du lied, et puis aussi le côté plus cours de récréation, où les compositeurs Mozart et Strauss aussi, quelques années plus tard, se sont permis des petites folies, quoi. Et donc vous entrez dans ces petites folies, vous aussi, c'est-à-dire vous adaptez votre chant à ce que dit le poème, à l'intention du compositeur à un moment donné. C'est-à-dire que dans ce disque, à aucun moment on s'ennuie. Il y a une variété, au-delà la vingtaine de titres, il y a une variété aussi dans la façon d'interpréter, de jouer, peut-être de théâtraliser aussi votre interprétation, Sabine Devielle. Oui, et puis je le vois là depuis qu'on tourne avec ce programme avec Mathieu, qui est un peu différent de celui du disque, mais qui a quand même un tronc commun. Et puis même en travaillant à la maison, donc moi j'ai 2 enfants qui sont a priori pas des auditeurs de lead, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire quoi, des leaders? Et ben finalement, je vous avoue qu'ils accrochent vraiment parce que ce sont des petites pastilles. Les leaders, ça dure 3-4 minutes, c'est pas très développé. Et puis on a toujours de quoi se raccrocher. Alors même sans comprendre l'allemand, il y a toujours une atmosphère. Et quand je vous dis que les poèmes sont parfois un prétexte, c'est que parfois le génie du compositeur est supérieur à celui du poème. Alors, ce qui est merveilleux, c'est quand les deux sont en symbiose et qu'on arrive à un Graal, mais c'est pas toujours le cas, et tant mieux. C'est-à-dire que je vous dis que c'est vraiment un laboratoire, un moment de récréation pour les compositeurs qui ont énormément composé sur des poésies qui parfois étaient un prétexte. Ouais. Un prétexte, c'est intéressant parce qu'il y a des auditeurs et auditrices qui n'ont pas l'habitude, comme vos enfants, d'écouter de la musique classique. Est-ce que c'est vraiment une porte d'entrée, ces formats-là, aussi, ces leaders, chez des compositeurs? Mozart, on peut connaître les grandes œuvres, les grands opéras, mais peut-être ces plus petits formats, en quelque sorte, sont une forme de passerelle, de tremplin pour rentrer dans cette musique aussi?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait de meilleur répertoire. Moi, j'ai l'exemple au musée quand je vais voir une œuvre d'art contemporain. Je suis jamais aussi heureuse que quand on m'explique ce que je vais entendre, enfin ce que je vais regarder, un petit peu, mais que je me sens responsable aussi de ma façon de percevoir l'œuvre. Là, c'est la même façon pour le répertoire du Lied. Ce que je trouve génial, c'est que le public a besoin déjà de non pas tendre l'oreille, mais de se mettre dans une posture d'écoute active. On a besoin d'être attentif et c'est merveilleux. C'est ça aussi le spectacle vivant, c'est que l'auditeur, le spectateur est responsabilisé. Ce qui m'a attiré à l'opéra, c'est la musique d'abord, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une autre façon de raconter une histoire à travers la musique, l'idée qu'il y avait un lyrisme profond, et pour cause, de l'opéra. Et quand il y a eu le Ring de Wagner, là, brusquement, j'ai découvert d'abord une histoire prodigieuse, nourrie de tout le théâtre occidental. C'est-à-dire que Wagner est quelqu'un qui avait lu les auteurs grecs, qui avait lu les tragiques grecs, et quelqu'un qui connaissait par cœur Shakespeare, donc qui était absolument nourri de ça. Les légendes germaniques que j'avais apprises à l'école, et des histoires qui me parlaient, qui pouvaient nous parler encore maintenant. Et quand j'ai fait le Ring, j'ai découvert qu'il y avait une vraie force dans l'opéra qui était d'utiliser la musique à raconter l'histoire et provoquer, comme je disais à l'époque, un théâtre qui serait encore plus théâtral, chauffé à blanc comme ça, que le théâtre lui-même. Les midis de culture. Nicolas Herbeau. Et Sabine Devielle, notre invitée en direct jusqu'à 13h30 sur France Culture. On vient d'entendre la voix du metteur en scène de théâtre et d'opéra, Patrice Chéreau, dans cet entretien avec Bernard Rapp, dans un documentaire de Philippe Azoulay en 2002. Il nous parle de la façon de l'opéra, comme façon de raconter une histoire de manière différente. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, chez Patrice Chéreau? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans sa façon de mettre en scène des opéras? C'est un très très grand nom de la mise en scène d'opéra notamment. C'est vrai que notamment dans la musique de Strauss, moi j'ai vu son Elektra au Festival d'Aix. C'est vraiment une personne qui a réussi encore une fois, à mettre en valeur la musique de Strauss, et il le dit lui-même, de donner à entendre et donner à voir le théâtre de façon très brute et très accessible. Donc ouais, vraiment une très grande perte que d'avoir perdu ce monsieur Chéreau. En 2013, il y a quelques années maintenant, Patrice Chéreau qui avait participé aussi au renouveau de la mise en scène de l'opéra et à sa démocratisation aussi. Quel est le rôle de l'opéra aujourd'hui dans toute la culture et tous les spectacles qui sont proposés, toute la richesse qui est proposée? L'opéra a quel rôle selon vous? Ah, c'est une sacrée question que vous me posez là. Évidemment, moi je pense que le rôle de l'opéra est essentiel déjà dans ma vie et dans la vie culturelle. J'ai envie de le donner à entendre, j'ai envie de demander aux auditeurs de risquer, de prendre un billet et de venir tenter l'expérience. Et si ça marche pas, de retenter encore une fois supplémentaire. J'ai depuis quelques années pris l'habitude d'aller raconter mon métier, chanter de l'opéra à droite, à gauche, là où ma vie me fait ouvrir les portes. Par exemple, les portes de l'école de mes enfants, les portes d'un hôpital. Je suis allée notamment plusieurs fois à l'hôpital Necker. Et je donne à entendre de l'opéra ou des leaders ou de la mélodie française à des personnes qui n'avaient pas prévu d'en entendre. Il y a un côté très direct d'émission du son et d'incarnation d'un personnage qui passe aussi très bien au théâtre, mais avec le vecteur supplémentaire de la voix chantée, de la voix qui entre en résonance. Je pense que c'est une main tendue vers l'auditeur, et il y a un côté très direct qu'on a tendance à oublier et qui devrait vraiment revenir sur le devant de la scène. Je vous posais la question parce que vous faites partie de cette nouvelle génération qui justement parle de ce travail, explique de manière très, très pédagogique, comme vous le faites là avec nous ce midi, pour ouvrir justement et démocratiser, comme le faisait aussi Patrice Chéreau. Est-ce que l'opéra a besoin de ces médiatrices? On a l'image des chanteuses d'opéra peut-être un peu datées, surannées, des divas, effectivement. Là, c'est une époque qui est totalement terminée.
Ah oui, totalement terminé. Totalement. Moi qui fréquente les opéras par les coulisses, je peux vous dire que déjà, on a une très forte camaraderie derrière les pendrillons. Et puis évidemment qu'on a besoin de donner à entendre ce pourquoi on aime notre métier. Oui, ce qui me revient souvent à l'idée, c'est de dire tentez, mais vraiment tentez, quoi. Venez voir à quel point on peut être cueilli par la grande scène du 2. Vraiment, je pense que c'est un art qui a besoin d'être rendu de plus en plus accessible, ouais. Alors si on revient dans votre parcours, vous avez commencé, je l'ai dit tout à l'heure, par du violoncelle, puis est arrivé le chant et depuis une dizaine d'années, je l'ai dit, dans des scènes et dans des personnages sur les scènes, toutes les plus grandes scènes des opéras en Europe et dans le monde. Je reviens à Patrice Chéreau qui disait l'opéra est un théâtre encore plus théâtral. Vous avez, vous aussi, cette capacité forte d'incarnation des personnages. Ça faisait pas partie de l'image de la chanteuse lyrique que vous aviez, ce côté très théâtral à l'origine, ou alors vous vous êtes dit, de toute façon, je serai aussi une personne qui joue un rôle, voilà, cet aspect théâtral. C'est-à-dire qu'en passant du violoncelle et de la fosse d'orchestre au niveau de la scène, à l'étage supérieur, enfin en tout cas géographiquement, évidemment que l'incarnation c'était la touche en plus, en tout cas la différence principale pour l'interprétation des œuvres. Je pense notamment à quand j'étais au Conservatoire de Rennes, c'est marrant, j'ai d'abord joué du violoncelle baroque pour faire le continuo dans Didon et Aîné de Purcell. Et puis quelques années plus tard, j'ai moi-même chanté le rôle de Belinda, que j'avais moi-même accompagné avec une copine qui chantait Belinda. Donc ce travail d'incarnation, c'est ce qui m'a tenté. Et je l'ai d'abord découvert dans les chœurs. Donc j'incarnais déjà, mais dans le collectif. Et ça m'a vraiment énormément plu. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille un rôle? Quelle est la première chose que vous, Sabine Devielle, vous faites? Vous écoutez, vous lisez la partition, vous lisez le livret? Comment vous faites? On a besoin d'être disponible. Et pour être disponible, il faut d'abord, je pense, avoir une très grande rigueur dans la préparation technique du rôle. Alors ça paraît un peu sinistre, mais je vous avouerai que, en fait, cette maîtrise technique, c'est la clé de la liberté. Et effectivement, il faut se renseigner sur le livret. Là, on parlait de Hofmannsthal dans son travail merveilleux avec Strauss, Da Ponte chez Mozart. Le travail du livret, il est colossal et très important, pas seulement de notre rôle, mais de celui de nos partenaires sur scène. Et puis une fois qu'on arrive le jour 1 des répétitions, nous à l'opéra, ce sont des répétitions assez longues, on a en général 6 semaines quand c'est une nouvelle production, il faut être disponible, donc il faut avoir la disponibilité de corps et d'esprit pour pouvoir répondre au point de vue, et on l'espère génial, du metteur en scène. C'est ça le plus important quand on monte un opéra, au-delà de la technique, du chant, des paroles, même très, très prosaïquement, c'est quelle est l'interprétation, quelle est la mise en scène, quel rôle on va vous donner? Je pense pas que ce soit la chose la plus importante. Je pense que le Graal auquel on aspire tous, c'est cette liberté qui nous permet à l'instant de la représentation, sans même parler de théorie, de l'histoire, de la dramaturgie, tout ça, c'est notre cuisine interne pendant les répétitions. Mais notre Graal, c'est la liberté qui nous permet à l'instant de la représentation de rencontrer le public et de leur raconter une histoire du mieux qu'on est capable. Si je vous dis que l'année 2012 a été une année très importante pour vous, un tournant, qu'est-ce que vous pensez à quoi tout de suite là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit le plus? 2012, plein de belles choses. Alors votre premier Mozart, par exemple, je vous aide. Ah oui, La Reine de la Nuit, c'est ça. Ouais. Alors je pense que je l'avais déjà donné au conservatoire, mais oui, c'est vrai que je l'ai donné à l'Opéra de Lyon en 2012, La Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de Mozart, ouais. Et puis, une prise de rôle remarquée aussi, le rôle de Lakmé, qui vous a suivi ensuite. Ce rôle, qu'est-ce qui vous a permis? C'est le premier rôle tellement développé que j'ai eu à incarner. Donc on parlait de la préparation en amont. Ça m'a demandé une préparation physique colossale parce que finalement, c'est pareil, on a évoqué le travail du soutien pour l'acmé, pour réussir à atteindre avec légèreté les fameuses clochettes par exemple, ou la légèreté un peu flûtée dans le duo des fleurs que tout le monde a dans l'oreille. Je vais vous avouer qu'il faut une machine très très bien huilée et un corps athlétique
athlétique, prêt à encaisser tout ça pour que l'impact sur les cordes vocales soit le plus minime possible. Donc ça m'a demandé une grande préparation. Et puis aussi, dans la notion d'incarnation d'un personnage, Lakmé, le personnage éponyme, c'est elle qui lead, c'est elle qui guide. On avait travaillé en 2012 avec Vincent Huguet, qui est un metteur en scène avec qui j'ai adoré travailler ce rôle-là, qui travaillait à la table, qui d'ailleurs a été un assistant de Patrice Chéreau, donc qui était très inspiré de son travail théorique avant même de parler, d'aller sur le plateau. Et ce travail-là m'a passionnée. C'est d'abord la partition, c'est d'abord le personnage, c'est son histoire qui vous fait rentrer dans le personnage? Ouais, alors déjà Lakmé, c'est la rencontre avec la musique de Léo Delibes qu'il a écrite pour Marie van Zandt, qui était une soprano coloratour, et j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans ses chaussures et de me dire ah mais attends, c'est exactement ma taille quoi. J'avais vraiment l'impression de découvrir un rôle dans ses moindres recoins qui était pile poil fait pour ma voix. Et quand on est une très jeune chanteuse, et les auditrices jeunes chanteuses comprendront très bien ce que je veux dire, on a souvent l'impression d'avoir un manteau un peu trop grand, des chaussures un peu trop petites. Là, c'était parfait. C'était du sur-mesure, alors que la dédicataire n'était pas moi, mais j'avais l'impression de pouvoir me laisser porter, avec tout ce travail évidemment, mais de pouvoir me laisser porter et d'avoir confiance en ma place dans ce rôle. Ça veut dire, Sabine Devielle, que d'abord on est impressionné par ce qu'on va incarner. Évidemment. Ah, évidemment. Et puis vous l'avez joué à plusieurs reprises et vous le rejouez. Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure où on reprend ce personnage? Je vous parlais du Graal et de la rencontre avec le public. C'est un rôle qui est spectaculaire et qui sous-entend des moments de suspension. Lakmé, je la définirais autant par sa musique que par les silences que la musique laisse, que la partition laisse. Et ces silences-là, je les ai vécus plusieurs fois à l'Opéra de Montpellier, donc on parlait en 2012, et puis après à l'Opéra Comique, qui est le lieu dans lequel cette partition a été créée. Donc j'ai l'impression d'être très privilégiée d'avoir pu découvrir cette personne qu'est Lakmé. Est-ce que le lieu change aussi votre façon de chanter? Alors on a parlé tout à l'heure de la différence avec le récital, avec des espaces plus intimistes. L'opéra comique, par exemple, dont vous parliez à l'instant, est-ce que il y a une façon différente d'utiliser votre voix, votre instrument? Ah oui, tout à fait. Alors déjà par la donnée de l'acoustique, donc une petite salle nous permet de donner à entendre les textes de façon plus modeste parfois, avec une projection un peu plus sur la réserve, là où le grand vaisseau de Bastille nous demande une projection idéale pour pouvoir se faire entendre jusqu'au dernier balcon. Mais c'est pas seulement ça, en fait. La différence des lieux, c'est aussi la différence de l'audience du public, parce que j'ai la chance de beaucoup voyager, et je vous avoue que dans chaque salle, le public a son identité proche, alors que c'est une somme d'individus. Mais c'est merveilleux de voir que les traditions ne sont pas les mêmes. Et par exemple, je parlais de l'Opéra Bastille, quand on a donné les Indes galantes de Rameau dans une mise en scène de Clément Cogitor et dans une chorégraphie de Bintou Dembélé, on avait dans le public énormément de jeunes, puisque sur le plateau, il y avait plein de danseurs frais et dispo qui avaient ramené tous leurs copains. Et je vous avouerai que j'avais jamais ressenti le public de l'Opéra Bastille de cette façon-là. Et c'était tout nouveau. C'était comme une nouvelle salle, en fait. Et c'était très émouvant de voir ces murs trembler d'une façon nouvelle. Donc c'est plus effectivement ce qui est donné sur scène que l'endroit ou le pays où vous jouez. Je ne vais pas vous demander de choisir un pays parmi toutes les scènes où vous jouez. J'ai évidemment un attachement très particulier pour tous les concerts que je donne à entendre en France. Mais là, avec Mathieu Pordeuil, dans ce tour qu'on donne avec les Mozart et les Strauss, on est allé à Amsterdam. C'était un public très différent, d'ailleurs, qu'on a retrouvé ensuite au pub qui était derrière le Concertgebouw, derrière la salle de concert. Donc, c'était très sympathique. On est allé à Heidelberg, en Allemagne, qui a vraiment une tradition du lied allemand. Donc, alors, eux, ils étaient hyper silencieux, un peu. Ça nous a fait... Ça vous a mis de la pression? Énormément. On se disait dans les coulisses, non mais est-ce que tu penses qu'ils nous aiment? Parce qu'on fait un entracte pendant ce truc-là. Et puis on avait eu vraiment des vagues clap, clap, clap. Et puis on a eu une ovation à la fin. Donc en fait, ils étaient dans une concentration très intérieure. Et en fait, on est un peu comme des clowns. On réagit beaucoup à ce que le public nous donne. Et c'est ce qui fait qu'on fait du spectacle vivant. Donc faut s'habituer, faut mettre de côté notre bagage de névrose. Et puis voilà, on va sans filet donner à entendre notre petite boîte à outils. Et parfois, ça marche.
L'acte 2 de la flûte enchantée de Mozart, ici der Höhle Rach, Kurt in mein Herzen. Pas mal, pas mal. Merci. C'était en 2015 sur un album, donc, mais c'est évidemment un rôle que vous avez interprété sur scène, celui de la reine de la nuit. C'était à l'Opéra de Lyon et à l'Opéra de Paris en 2013 et 2014. On l'entend, votre instrument, c'est comme ça que vous l'appelez, votre voix. Vous avez dit le terme tout à l'heure, soprano coloratura. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien là, avec la Reine de la Nuit, on en a un parfait exemple. Alors là, c'est encore une étiquette qu'on pourrait ajouter à celle de soprano coloratura pour Josefa Weber, qui était la créatrice du rôle de la Reine de la Nuit. Mozart a écrit une musique, vous l'entendez, avec des petits sons piqués, des sons très agiles. Ensuite, dans la deuxième partie de l'air, arrivent des fameuses vocalises entriolées très très virtuoses. Voilà, une soprano coloratura, c'est une voix très aiguë et très agile. Et ici, on devrait pouvoir lui coller sur le front, si on était vraiment un spécialiste de l'opéra, une soprano dramatique coloratura. Et Mozart a écrit un orchestre qui est extrêmement fourni et dramatique, puisque c'est un air de fureur. C'est une mère qui est vraiment extrêmement en colère. Sabine de Viel chanter comme cela, ça s'apprend? Ou alors on a d'abord un terrain, des cordes vocales particulières, quelque chose en nous qui fait qu'on y arrive? Alors, évidemment que je vais vous dire qu'il faut travailler, mais l'envie et le son brut, je l'avais déjà peut-être un peu quand j'étais petite fille. Après, c'est quelques heures de vol et quelques années de travail, mais je pense qu'on peut tous prendre du plaisir en chantant. Ça, j'en suis intimement persuadée. Comment on s'en rend compte? Comment on se rend compte qu'on a une telle voix, qu'on a une voix qui est capable de chanter la reine de la nuit? Alors ça, on s'en rend pas compte. Ça, c'est-à-dire que savoir qu'on peut chanter, on s'en rend compte quand on fait ses lacets en chantonnant, quand on prend sa douche, quand on chante dans la douche, dans la voiture, qu'on aime bien chanter Joyeux anniversaire. Enfin, c'est-à-dire quand la musique et l'émission vocale fait partie de notre vie tous les jours, on se dit qu'il y a peut-être une envie. L'envie, c'est un moyen merveilleux d'avancer dans la vie, j'en suis persuadée. Donc moi, j'ai eu envie de chanter, j'ai eu envie de poser mon violoncelle, de le ranger dans sa housse et de me mettre à travailler cet instrument-là, qui était celui de mes deux maigres cordes vocales. Et puis ensuite, de savoir qu'on peut chanter la Reine de la Nuit, il faut être très entouré, puisqu'on a besoin d'avoir des profs, des coachs, il faut savoir faire un travail physique. Donc c'est un travail de longue haleine, mais toujours avec l'envie. Oui, c'est ça. Quand vous disiez tout à l'heure, c'est une endurance, c'est quelque chose de physique. Ça veut dire très clairement, il faut être sportif, il faut avoir une activité sportive pour que, puisque vous ne faites pas simplement vibrer vos cordes vocales, mais c'est tout le corps qui est engagé quand vous chantez. Oui, alors on n'a pas besoin de faire de l'aérobic ou du bodybuilding, comme vous pouvez en témoigner de mon apparence physique. Mais par contre, oui, on a un travail de gainage, un travail de souplesse aussi, puisque notamment pour la tessiture de soprano coloratura, on a besoin d'être extrêmement souple. Donc voilà. Et puis aussi, on parlait de l'incarnation et du travail avec le metteur en scène. Bien sûr qu'on a besoin d'être aussi disposé à travailler et avoir le body language du personnage. Donc moi qui suis censée être une jeune fille sur scène, sauf pour la Reine de la Nuit ici, mais souvent pour l'Acmé ou pour Ophélie ou pour plein d'autres filles que j'interprète sur scène, je suis censée être en pleine possession de mes moyens physiques. Donc ma démarche est celle d'une jeune fille. Donc j'ai besoin d'avoir un port un body language de jeune fille. Un langage corporel. Le rôle du silence dans votre quotidien, on imagine qu'il y a l'échauffement, l'entraînement de ces cordes vocales. Est-ce que le rôle du silence est un mythe ou est-ce que vous taisez vraiment de manière volontaire? Ah non, alors après la vie m'a rattrapée, c'est-à-dire que je vous disais que j'ai 2 enfants, j'ai plein de copains, j'ai souvent envie d'être au téléphone. Donc le plus important, je pense, alors j'ai déjà dû être au repos vocal quand j'avais une pathologie, genre une bronchite ou je sais pas quoi, et qu'il faut éviter de tousser et qu'on évite de faire vibrer
vibrer les cordes vocales au maximum. Mais la plupart du temps, j'ai besoin d'avoir une vie sociale épanouissante. Donc, le rôle du silence, si, il y a un rôle du silence qui est celui de l'expiration silencieuse, enfin de l'inspiration silencieuse, pardon. Quand on chante, par exemple, des leaders ou un rôle très important, on a tendance à oublier que quand on prend de l'air, parfois, on fait entrer nos cordes vocales en vibration et on fait un petit peu comme ça. Ouais. Et finalement, tout ça, c'est du temps de repos de cordes vocales en moins. Donc, ce travail du silence, je le fais pendant mes échauffements, en pensant aux petits muscles qui entourent le larynx. Alors là, je le fais, mais évidemment, personne ne voit. C'est-à-dire que je travaille sur une inspiration silencieuse qui est censée être celle de tout mon travail vocal ensuite. Donc oui, le silence a un rôle très, très important. Et qui laisse vos cordes vocales se reposer Exactement. à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà dit non à un rôle? Et Oui. si oui, pour quelle raison, Sabine Devielle? Est-ce que ce sont des raisons, alors au-delà des raisons, je ne sais pas, d'incompatibilité, mais sur on parlait de l'évolution de votre voix, de l'évolution de votre façon de chanter aussi. Est-ce qu'il y a des rôles que vous vous laissez pour plus tard? Ah oui, il y a des rôles que je me garde pour plus tard, il y a des rôles qui seront pour jamais, et il y a des rôles que je serais très contente d'aller écouter au rang 22B de l'opéra et que je n'incarnerai jamais sur le plateau. Et j'adore ça, et c'est aussi, on parlait de l'envie, c'est aussi ce qui me permet d'avoir envie de continuer. Vous savez, on répond, nous, c'est aussi la logique de l'offre et de la demande. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'offres depuis que j'ai commencé mon métier. J'ai la conscience que c'est un grand privilège et que on n'est pas tous aussi bien lotis. Et néanmoins, j'ai besoin aussi de respecter la fragilité de ma voix, dont j'ai conscience au quotidien. Donc oui, évidemment, très souvent, je dis non à des rôles. La plupart du temps, c'est parce que je ne suis pas disponible, mais très souvent aussi, j'ai besoin de prendre la partition, d'ouvrir, de regarder qui était la dédicataire du rôle, notamment. Et si je vois que cette nana a chanté des rôles extrêmement lyriques, je me dis, ben non, j'ai peut-être les notes dans la voix, mais non, concrètement, non, je ne peux pas chanter ce rôle-là. Pour terminer, le rôle rêvé, celui qui vous pousse à continuer tant qu'on ne vous l'a pas proposé, Sabine Devielle? Non, c'est pas qu'on me l'a pas proposé, mais c'est que, par exemple, celui-là, je me le garde pour plus tard parce qu'il demande un travail monstrueux. C'est la Loulou de Alban Berg. Et donc, je pense que dans quelques années, passer la quarantaine, et ça, c'est beau de se dire que tout commence après la quarantaine. Eh bien, oui, dans une carrière lyrique, il y a plein de choses qui commencent après 40 ans. Que Patrice Chéreau avait d'ailleurs mis en scène. Tout à fait. Donc, je pense que je vais m'atteler à la Loulou, mais ça demande beaucoup de travail. D'ici là, en tout cas, on peut vous voir sur scène en récital le 24 avril prochain à Paris à la Salle Gaveau, le 30 avril prochain à l'Opéra de Bordeaux. Vous nous présenterez donc ce programme qui est aussi dans ce disque qui sort et qui est déjà sorti, Mozart, Strauss, Lieder chez Warner Classic Erato avec Mathieu Pordeuil. Merci beaucoup Sabine Devielle d'être venue dans les Midis de Culture. Nous allons terminer cette émission en musique au violoncelle, pour être plus précis. Alors c'est pas vous qui allez jouer, on a choisi deux compositeurs, Strauss ou Mozart. Au violoncelle, lequel voulez-vous écouter pour conclure? Allez, Strauss. Merci beaucoup Sabine Devielle d'être venue dans les Midis de Culture. Une émission préparée par Aïssa Toundoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Émission réalisée par Nicolas Berger et à la prise de son ce midi, c'était Sofiane Actib. On termine cette émission avec ces quelques notes donc de Richard Strauss. À demain.